Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Le téléphone de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, l'homme le plus riche du monde, piraté par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, MBS, via la messagerie WhatsApp. Il se parlait sur WhatsApp, c'est pas le scénario d'un film, mais bien du réel, au point qu'une enquête va être ouverte. Et question notre téléphone à nous. Selon une étude, on le regarde en moyenne 2617 fois par jour, 109 fois par heure, 2 fois par minute. Notre téléphone serait devenu le prolongement de notre main. Et pourtant, c'est le pire des mouchards. Il sait tout de nous et ne s'empêche pas de le répéter. Smartphone, caméra de reconnaissance faciale, assistants vocaux, réseaux sociaux. En les utilisant, on accepte d'abandonner chaque jour un peu plus de nos libertés individuelles. Bonjour Olivier Tesquet. Bonjour. Vous êtes journaliste à Télérama et vous intéressez à ces questions du numérique et de la surveillance depuis plus de 10 ans. Et vous venez de publier une enquête fournie et passionnante intitulée À la trace, enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance. C'est paru aux éditions Premier Parallèle. Olivier Tesquet, est-ce qu'on est tous des victimes consentantes ? Oui, je crois que c'est la dimension importante, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a vu la surveillance comme quelque chose une imposition très régalienne, un peu les systèmes de surveillance à la papa, si j'ose dire, mis en place par les États, finalement d'une manière assez, avec un imaginaire très totalitaire. Et aujourd'hui, on participe pleinement, on est des agents de la mise en place de cette surveillance qui que c'est mise en place par nous-mêmes. Qui est à la fois mise en place par nous-mêmes et puis mise en place aussi bien par des États, mais aussi aujourd'hui beaucoup, on s'en rend compte, à travers des entreprises, que ce soit les grandes plateformes ou que ce soit des acteurs plus clandestins, on va dire. Alors, juste un mot de l'actualité immédiate. On pense à Jeff Bezos, patron d'Amazon, espionné depuis 2 ans. Vous avez des infos à ce sujet ? Oui, alors, une dimension intéressante du piratage du téléphone de Bezos, au-delà de l'aspect symbolique de l'homme le plus riche du monde qui dirige l'une des plus grandes plateformes, qui est en train de devenir justement un parangon comme ça du capitalisme de surveillance, qui se fait pirater par le prince héritier d'une monarchie pétrolière. Bon, symboliquement, c'est assez fort. Oui, et ce qui a révélé notamment des histoires de tromperie et son divorce, qui a coûté très très cher à l'entreprise. Il y avait eu déjà ce chantage l'année dernière qui avait été outé finalement par Bezos lui-même. Et aujourd'hui, notamment dans le rapport qui a été rendu par les 2 experts de l'ONU, il y a un faisceau d'indices assez fort qui se porte vers une entreprise israélienne qui s'appelle NSO, qui aurait été l'entreprise qui a fourni le logiciel espion qui aurait permis de pirater le téléphone de Bezos. Et c'est une entreprise très intéressante parce qu'elle est très emblématique de toute cette industrie des marchands de surveillance qui évolue complètement sous la surface et qui vendent à tout un tas de pays. On peut d'ailleurs dire que cette société israélienne qui a une capacité d'action et un pouvoir financier assez énorme et qui vend ses outils très très chers, les vend parfois à des régimes qui ne reconnaissent même pas l'existence d'Israël. Donc on voit que ça devient aussi une arme diplomatique très très forte. Alors ça, c'est pour les grands de ce monde. Si je me souviens bien, il avait reçu du prince MBS une petite vidéo, et cette vidéo était un cheval de Troie dans lequel il y avait un logiciel espion. Mais pour tout un chacun, pour le commun des mortels, est-ce que votre téléphone est capable d'écouter vos conversations ? Alors ça, c'est la question qui revient effectivement. Je crois que c'est arrivé à peu près tout le monde d'avoir une discussion sur un sujet et puis quelques heures ou quelques jours plus tard de recevoir une publicité ciblée sur le sujet qu'on a évoqué uniquement. Mais quelques minutes plus tard sur Facebook. Alors est-ce que c'est la coïncidence ou est-ce que vraiment il y a quelque chose de malin dans cette électronique cachée ? Alors il y a 2 aspects. Le premier est un aspect quasiment cognitif, c'est un peu le fait la poule, c'est-à-dire est-ce que finalement c'est notre téléphone qui nous écoute ou est-ce que c'est à force d'envoyer des signaux comme ça en permanence à tout un tas d'acteurs, que ce soit des grandes plateformes, des courtiers en données qui agrègent comme ça nos informations, est-ce que finalement la machine n'est pas capable de nous profiler de telle manière qu'elle nous propose des informations qui sont tellement pertinentes qu'elles rejoignent finalement nos sujets de conversation dans le monde réel. Et ensuite, il y a un autre aspect qui est l'étude qui a été faite sur ces présomptions, on va dire. Il y a des chercheurs américains qui ont analysé des milliers d'applications pour vérifier si justement les téléphones nous écoutaient. Alors, a priori, non. On n'a toujours pas de preuve formelle que nos téléphones nous écoutent. Il y a certaines applications, quand on les installe, on reçoit toujours une petite boîte contextuelle qui nous dit est-ce que vous autorisez cette application à accéder au micro ? Là, effectivement, dans ce genre de situation, on sait que ça peut tourner comme ça un peu en tâche de fond. Par contre, ce qu'ils ont déterminé, c'est que certaines applications enregistrer ce qu'il se passe sur l'écran. Et juste pour faire une toute petite incise sur ces questions d'écoute, de petites oreilles, un peu comme on va dire, j'oppose ça aux grandes oreilles des services de renseignement, toutes les grandes plateformes aujourd'hui, que ce soit Apple, que ce soit Facebook, que ce soit Amazon ou que ce soit Google, ont toutes été épinglées parce qu'elles ont sous-traité dans des pays étrangers l'écoute d'échanges avec des assistants vocaux, avec des intelligences artificielles, que ce soit Siri, que ce soit Alexa,
Et donc des gens étaient payés pour écouter dans des pièces comme ça tout un tas d'itérations afin d'entraîner l'intelligence artificielle. Donc effectivement, dans l'imaginaire collectif, on figure la vie des autres avec quelqu'un qui a un casque sur les oreilles, comme on est là en train d'écouter des conversations entre des individus et leur assistant vocal. Grâce à vous, dans votre livre, j'ai appris qu'il existait un nombre hallucinant de fichiers de police et de renseignements. Il y en avait 34 en 2006, 70 en 2011, 106 au dernier relevé en 2018. À lui seul, Nicolas Sarkozy en a créé 44, rien qu'en France. À quoi servent autant de fichiers ? Alors la raison quand même pour laquelle on en a autant, c'est qu'un certain nombre de ces fichiers ont été retoqués parfois, soit parce qu'ils n'ont pas été votés ou parce que le Conseil constitutionnel les a interdits. Et donc le sport national en France consiste à en refaire deux. C'est-à-dire que du coup on les émiette finalement en plusieurs fichiers et donc on les fait passer comme ça par petits morceaux. Et puis ça répond à une obsession sécuritaire dans laquelle on est depuis 30 ans, qui s'est accélérée ces dernières années et qui nécessite de créer en permanence, dans une espèce de gourmandise jamais rassasiée, de nouveaux fichiers. On l'a vu l'année dernière, il était question de créer un fichier des interdictions de manifester, on veut créer des fichiers d'interdits de stade. Donc on a cette tentation très très forte en France de faire des fichiers de police. Et il y a quelques jours, il y a eu une polémique à cause d'un fichier que voulait créer une fédération de l'immobilier qui était de ficher les mauvais payeurs. Vous avez enquêté, je sais qu'on peut écrire et savoir si on est fiché. Est-ce que vous-même vous savez si vous êtes fiché ? Est-ce que vous avez retrouvé votre nom dans des listes ? Alors j'ai jamais fait le test. Ah bon, pourquoi ? Alors parce qu'en fait vous aviez trop peur d'être sur des mauvais sites. Pour tout vous dire, il y a eu un exemple il y a quelques années d'une journaliste qui s'appelle Camille Polony et qui avait fait une procédure qui est très compliquée, très ardue, très fastidieuse auprès de la CNIL, auprès des autorités pour savoir si elle était fichée par un certain nombre de services, et elle avait découvert qu'elle était fichée par la direction du renseignement militaire de manière totalement illégale, indue, etc. Et donc on s'était dit avec un certain nombre d'autres journalistes, alors finalement l'initiative après c'est un peu embourbé, mais j'aimerais bien la relancer, que ce serait bien qu'un certain nombre de journalistes, de structures de journalistes, de collectifs, etc. saisissent la CNIL, fassent valoir leurs droits à l'information sur ces fichiers-là pour savoir si effectivement les journalistes sont fichés ou non. Il paraît qu'on disait du temps des renseignements généraux que tous les gens qui avaient une carte de presse étaient fichés. J'ai jamais su si c'était vrai ou c'est pas vrai. Est-ce que si par exemple je consulte le magazine de Daesh sur internet, tant que je trouve l'adresse que j'ai jamais trouvée, j'ai des chances de voir la police sonner à ma porte à 6h du mat? Alors ça dépend où vous habitez. Ça dépend. J'habite à Paris. C'est-à-dire que ça dépend qui vous êtes en fait. C'est-à-dire que si vous êtes Philippe Vandel qui va chercher Dabiq, qui était le magazine de l'État islamique sur internet, on va dire il est journaliste, il y a peu de chances que ça déclenche, on va dire, une petite alerte, que ce soit interprété comme un signal faible, comme on dit dans le vocabulaire des services de renseignement. Par contre, si vous êtes un jeune musulman curieux qui habite en banlieue, qui n'est pas nécessairement un salafiste radicalisé, à ce moment-là, s'il y a d'autres petits signaux qu'on peut estimer suspects, si par exemple vous utilisez dans la vie de tous les jours, parce que vous tenez à votre vie privée, une messagerie chiffrée de type Telegram, Signal, etc., cette adjonction comme ça de signaux faibles peut devenir suspecte, effectivement. Ôtez-moi d'un doute, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Suivant les papiers que j'entends et que je vois, la messagerie chiffrée, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que il vous explique parfois que les terroristes sont sur une messagerie chiffrée pour échapper à la police et au renseignement, et parfois il vous explique qu'ils les ont découverts parce qu'ils sont allés les écouter sur une messagerie chiffrée. Donc quand elle est chiffrée, elle est publique ou elle est privée? Ça vous fait sourire? Il y a effectivement un long débat sur le chiffrement. Aux États-Unis, on a appelé ça les crypto wars depuis les années 90, où effectivement on a vu depuis quelques années un certain nombre de groupes radicaux, de groupes terroristes aussi, qui ont migré sur des messageries chiffrées. Donc ça veut dire que, en gros, l'information que vous envoyez à votre destinataire est chiffrée de bout en bout, comme on dit, c'est-à-dire que personne n'a accès théoriquement à ces informations-là. Théoriquement. Et dans la pratique? Dans la pratique, il faut déjà rappeler quand même qu'un certain nombre de nos responsables politiques utilisent Telegram, par exemple. Et puis surtout, l'une des tactiques des services de renseignement, c'est d'infiltrer finalement ces messageries sous de fausses identités pour justement déterminer ce qui s'y passe. D'accord, ils font partie d'un groupe, c'est chiffré, mais eux-mêmes sont dans ce groupe. C'est comme si on arrivait dans une réunion secrète. C'est un peu ça. Vous restez avec nous, c'est pas secret, c'est public, nous sommes en direct sur Europe 1. Olivier Tesquet, dans À la trace, vous racontez un exemple hallucinant, une pilule intelligente destinée aux personnes atteintes de schizophrénie.
schizophrénie, maintenant on dit bipolaire, qui lorsqu'elle se dissout, cette pilule envoie un signal au médecin pour prouver qu'elle a bien été prise par le malade entre une demi-heure et 2 heures après avoir été avalée. C'est complètement dingue. Est-ce que c'est une technologie qui se retrouve ailleurs que dans le domaine de la santé? Alors pour l'instant, il faut quand même préciser que c'est des technologies qui se déploient un peu à titre expérimental. Ça, c'est un traitement qui coûte extrêmement cher. Moi, c'est un exemple qui me frappe particulièrement parce que aujourd'hui, on voit que les dispositifs de surveillance viennent se greffer, ou en tout cas viennent envahir de plus en plus le corps. On parle beaucoup de la reconnaissance faciale, de ce genre de choses. La nouvelle carte Visa, vous avez vu qu'il travaille, ça serait plus que la main. Oui, donc ça veut dire qu'on a notre carte. Amazon a déposé un brevet. Notre carte de crédit, c'est notre main. Donc on sent bien qu'il y a comme ça une invasion du corps par les dispositifs de surveillance, et je trouvais qu'en termes d'atomisation de cette surveillance et de pénétration physique du corps, cet exemple de pilule était particulièrement frappant. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le domaine de la santé est un domaine assez intéressant à suivre, déjà parce que les grandes plateformes mènent une offensive considérable sur ce domaine-là. Google a signé tout un tas de partenariats avec des acteurs de la santé aux États-Unis, et leur objectif c'est de devenir docteur Google. En fait, c'est de devenir votre médecin traitant, que vous soyez d'accord ou pas d'ailleurs, parce que le responsable de la santé de Google a expliqué que la question du consentement se posait finalement assez peu, dans la mesure où il était médecin et il savait ce qui a été le mieux pour vous. Et l'autre aspect qui est intéressant dans la santé, c'est que finalement ça amène à voir les dispositifs de surveillance sous le régime de l'observance thérapeutique, c'est-à-dire de vérifier que vous avez bien pris vos cachets, que vous avez bien marché 1000 pas par jour, que vous avez bien en fait que vous conformez à un régime de savoir-vivre, et je pense que c'est une grille de lecture assez intéressante pour comprendre ce qui est en train de se jouer. 1000 pas, on n'a rien demandé à personne. J'ai découvert que c'était dans mon appli. Je pensais qu'il fallait mettre ça en route. Non, ça vous dit, le téléphone vous dit combien de pas vous avez fait. Pour tous les gens qui vous écoutent et qui sont parano, peut-être l'êtes-vous, est-ce qu'on peut effacer les données de nos comptes Facebook, Twitter, Instagram, ou est-ce que c'est déjà trop tard? Les traces laissées sont indélébiles. Elles sont dans des serveurs ailleurs. On peut supprimer les informations, on peut supprimer son compte Facebook. On a vu, quand il y a eu le scandale Cambridge Analytica, il y a un an, enfin il y a 2 ans maintenant, on s'est dit on peut reprendre un peu la main. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a tout un tas d'acteurs en dehors des grandes plateformes, qui ne sont pas forcément des entreprises qui ont pignon sur rue, notamment les courtiers en données, auxquels je consacre un chapitre, qui sont des entreprises qui, depuis assez longtemps, on va dire depuis l'invention du calcul du score de crédit aux États-Unis, sont chargés de collecter tout un tas d'informations qu'ils revendent ensuite à d'autres entreprises. Alors, c'est un principe de courtage, donc ils achètent et ils revendent. Ça, j'ai bien compris. Ma question était, est-ce que c'est mort pour nous? Et justement, ils achètent et ils revendent notamment aux grandes plateformes. Et il y a un exemple que j'avais trouvé particulièrement frappant d'une journaliste américaine qui était fichée comme ça par plus de 200 courtiers en données. Donc déjà, il a fallu tous les identifier. Et une fois qu'elle les a identifiés, elle s'est rendue compte que pour faire valoir un droit de rectification, de modification ou de suppression, parfois il fallait fournir des informations personnelles supplémentaires. Donc c'est-à-dire que le remède est pire que le mal. Le remède est pire que le mal. Et puis on se rend bien compte que dans ce genre de situation, finalement, les informations nous échappent complètement. Vous restez avec nous, Olivier Tesquet, parce qu'on va parler de télévision, et c'est une autre forme de surveillance qui va arriver. Médiamétrie, qui s'apprête à changer sa manière de comptabiliser les audiences. Ce sera dans 2 mois. Bonjour Renaud Revel. Bonjour Philippe. C'est vous qui avez cette info, journaliste spécialiste des médias. Vous êtes entretenu avec Julien Rosanvallon, qui est le directeur exécutif télévision et internet chez Médiamétrie. Vous avez des infos à nous donner. Tout d'abord, comment ça se passe actuellement, la mesure d'audience? Vous savez, Médiamétrie est une vieille maison. Elle a été créée en 1985. Il y a 35 ans. Rien n'a changé depuis. Alors aujourd'hui, pour mesurer l'audience télé, c'est très simple. Ce sont 5000 personnes sur 11 000 personnes, 5000 foyers, avec un bouton poussoir classique. Vous changez de chaîne, on appuie sur le bouton. C'est vieux comme la cathode, ça n'a pas bougé depuis 35 ans. Et il était temps, effectivement, que ça bouge un peu, avec les changements d'habitude, les smartphones, les tablettes, toute la mobilité qu'on connaît, la télévision dans les cafés, dans les aéroports, partout. Il fallait mesurer l'audience de la télévision telle qu'elle a évolué. Alors, qu'est-ce qui va changer à partir du mois de mars? Alors, c'est assez malin. Ils sont inspirés d'une appli que vous connaissez, qui s'appelle Shazam. Bien sûr, Shazam. on peut reconnaître une chanson qu'on entend quelque part. Absolument. Donc, on va appliquer à l'image, à la télévision, ce qu'on fait avec Shazam depuis maintenant quelques années. C'est un petit bouton poussoir, pas un tout petit bouton poussoir qui est accroché au boîtier, vous voulez dire? Un petit boîtier, oui. On n'a pas à pousser, c'est un boîtier. C'est absolument passif, c'est automatique, ça se porte au cou ou à la ceinture. Ouais. Ils ont équipé 5000 personnes, comme ça. Ça fait quelques mois qu'on a fait des tests. Et il va détecter ce petit boîtier, la chaîne que vous regardez au moment, à l'endroit où vous êtes. Dans un café, encore une fois. Genre, on va faire ses courses dans un restaurant ou comme ça, et il y a BFM qui est allumé, et bim. Y compris sur votre portable, quand vous regardez à la fois
un film ou une chaîne de télé, on saura exactement ce que vous regardez, le nombre d'heures que vous avez passé devant, et comme ça, Médiamétrie fera un calcul à l'instant T. Alors, c'est déjà en phase de test. Vous dites que ça va démarrer en mars. Le 30 mars. Qu'est-ce qu'ils ont déjà pu constater? Est-ce que c'est une hausse ou une baisse de l'audience? C'est une baisse considérable. C'est 5% d'audience globale, ce qui est beaucoup. En plus, 5%. En plus. Ah, vous avez dit une baisse. Mais c'est une hausse. C'est une hausse. 5%, et voire de 10% sur les événements sportifs. Ils ont pu mesurer notamment que lors de la dernière Coupe du Monde de rugby, les tests ont démarré là, on est allé sur 8 à 10% d'audience supplémentaire, notamment dans les bars et les aéroports. C'est considérable non seulement pour les chaînes diffuseuses, mais aussi en termes économiques. Ça va radicalement changer le marché publicitaire. Et à quelle chaîne ça va profiter en priorité? Les chaînes d'info, BFM TV, naturellement, on s'est aperçu que BFM TV, qui était très haute, était surpondérée, entre 8 et 10% en plus, LCI, CNews bien sûr, les chaînes pour enfants, Gulli, beaucoup. Ah bon, pourquoi les chaînes pour enfants? Parce qu'il y a des gamins dans les bagnoles, vous savez, qui regardent des chaînes pour enfants dans les voitures, hein, ah bon, ou dans les maisons de campagne, donc les gamins, et puis bien sûr, les chaînes musicales, Énergie 12 et tout ça. Ça va démarrer le 30 mars, ça vous inquiète, ça aussi, Olivier Tesquet, d'un mot, ça vous surprend même pas? Alors, ça me surprend assez peu. Le dispositif m'intéresse. Ça me rappelle un peu tous ces outils dont je parle aussi un peu dans le bouquin sur le fichage des salariés qui acceptent de se faire implanter des puces sous la peau. En fait, ça banalise complètement ce type d'outils. Voilà, sauf que le boîtier, on peut le mettre à la poubelle si on a envie, si on en a marre. C'est pas comme la puce sous la peau. Merci beaucoup, Renaud Revel. D'un mot. Un dernier point, on s'apprête, pardonnez-moi, à Millimétrie, d'ici la fin de l'année, à mesurer aussi maintenant l'audience de la télévision sur Internet, c'est-à-dire chez soi, sur les consoles, l'ordinateur. C'est pas encore fait, mais c'est dans les tuyaux. Il y aura le replay aussi? Le replay qui sera compté? Le replay, bien sûr. Merci beaucoup, Renaud Revel. Merci, Olivier Tesquet, nous avoir rendu visite en direct sur Europe. Je rappelle, À la trace, enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance. C'est une enquête informée et glaçante. C'est aux éditions Premier Parallèle.